Moi, j'aimerais que vous me disiez, au bout de presque plus d'un mois de conflit, où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation sur le terrain? Comment on peut l'analyser? Comme militaire que vous êtes, comment vous voyez les choses? La guerre ne se déroule jamais comme quelqu'un peut le décider. Dès le premier coup de fusil ou le premier véhicule qui s'engage, les choses déjà commencent à changer. On peut imaginer que le président Poutine avait envisagé une opération très courte, puisqu'il l'a appelée opération spéciale, qui devait être très rapide. Il misait certainement sur des colonnes blindées s'engageant jusqu'à la capitale, des populations enthousiastes soutenant ce mouvement. C'est difficile à imaginer quand même ça. Peut-être a-t-il été, Désinformé. je dirais, non pas désinformé, mais encouragé à le penser. Ouais. Et puis, au minimum, peu de résistance, un gouvernement ukrainien lâchant le pied, disparaissant, et lui rétablissant la paix. C'est ce qu'il a imaginé en tout cas. C'est sans doute ce qu'il a imaginé. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu troublant dans tout ça, c'est l'ampleur. Parce que s'il n'avait voulu prendre que en gage toute la région du Donbass, Donetsk, il n'avait pas besoin d'engager 7 armées qui ont réalisé une véritable invasion. Donc, quel était le plan initial? Le saura-t-on jamais. Oui, mais quels sont ses objectifs d'ailleurs? Quels étaient ses objectifs, c'est ça? Moi, je pense que, comme il l'a dit, il a appelé ça démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Bon, moi, je pense qu'il voulait renverser le gouvernement qui était trop proche de l'Union européenne et des Américains et de l'OTAN. Donc, il voulait renverser tout ça, mettre de l'ordre et puis peut-être agrandir l'espace russe en prenant les deux républiques, enfin les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk, oui, c'est ça, en les prenant, et puis en faisant peut-être la liaison avec le port de Mariupol et la bande côtière pour rejoindre la Crimée, puisque la Crimée, il l'a déjà annexée. Voilà, c'était peut-être ça. Ça, c'est un objectif minimal, mais l'objectif maximal, quel est-il? Il me semble qu'il n'a pas engagé assez de troupes maintenant pour conquérir la totalité de l'Ukraine dans des délais très courts. Voilà. Donc actuellement, on peut dire qu'il n'est pas enlisé, mais la situation est difficile pour une armée russe qui n'avait pas anticipé de tels combats, et des armées ukrainiennes qui se sont protégées, qui ont été dans les villes et qui ne l'ont jamais affronté en race campagne, ou que sur de petits, sur de petits engagements. Voilà. Mais les bombardements qui ont lieu à Mariupol, à Kharkiv, tout ça, enfin sur des populations civiles, c'est quand même des choses invraisemblables. Pourquoi il y a cette attaque aussi violente? C'est l'éternelle, je dirais, conception qu'en cassant le moral de la population, on peut casser le moral d'une armée. Ça n'a pas marché dans beaucoup de guerres. Les armées, l'armée allemande, le maréchal Göring et la bataille d'Angleterre, ils s'imaginaient qu'en bombardant la population anglaise, et sur ordre de Hitler, on allait casser la résistance britannique. C'est toute l'histoire de la bataille d'Angleterre, et justement, ça a exacerbé. C'est l'inverse qui s'est produit. Et les bombardements massifs des Alliés en 1944-1945 sur les populations allemandes, sur les villes allemandes, ont au contraire maintenu la population allemande du côté de la résistance, je dirais, face aux Alliés. Les combats ont eu lieu jusqu'au dernier jour. Cependant, on continue. Poutine le fait délibérément. Il est conseillé, il a des généraux autour de lui. Parce qu'on parle de crimes de guerre quand même, là, à propos de ce qui se passe à Mariupol, l'histoire aussi de la maternité qui a été bombardée. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que ça va... Il y aura des enquêtes certainement dans les années, dans les mois qui suivront. Mais aujourd'hui, qui peut le certifier? En tout cas, il y a un certain nombre d'indices, crimes de guerre. On n'a pas vu des victimes sortir qui étaient des combattants. On n'a vu que des civils, des femmes, des enfants. Et puis, on a plutôt tendance à penser que les civils se mettent à l'abri dans un théâtre, dans une maternité. Il est difficile de mettre un char dans un théâtre. Voilà. Par contre, dans les dépôts, oui. Dans les dépôts, dans des grandes surfaces, ça, c'est très possible. Vous pouvez facilement mettre des unités de combat protégées du ciel dans des grands bâtiments. Voilà. Alors comment vous voyez l'évolution de ce conflit? Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir d'ailleurs? Comment on peut en sortir?
Alors c'est très difficile parce que le président Poutine est visiblement très obstiné. Hein. Il s'est lancé dans une opération très coûteuse. D'après les chiffres fournis par tous les stratèges, tous les experts, etc., on peut compter qu'il a entre 5 et 15 000 tués déjà. Il a perdu des centaines de chars et sans doute, je dirais, le quart ou le tiers de ces forces d'élite qui sont engagées dans le combat. Et on peut considérer statistiquement, selon les règles de la guerre, qu'une unité qui a eu 10% de pertes commence à perdre une grande capacité de combat, mais quand on atteint les 30% de pertes, il faut la relever. Donc on peut considérer que le ralentissement des opérations est aussi dû à une certaine forme d'épuisement. Parce que quand vous perdez vos camarades, que votre chef a été tué, que la chaîne de commandement est rompue, eh bien, on ne peut plus continuer à combattre, il n'y a plus de logistique, on ne sait plus où on doit aller, on ne peut plus coordonner les tirs des avions, etc. Donc, incontestablement, l'armée russe marque le pas. Est-ce que c'est un ralentissement pour s'arrêter? Je ne le crois pas. Je crois que le président Poutine ne s'est pas lancé dans une telle opération pour s'arrêter à mi-chemin et dire « excusez-moi, j'ai dû me tromper, je croyais que la population allait me suivre, etc. » Non. À mon avis, on est parti sur une guerre de plusieurs semaines et il va certainement poursuivre son action en intensifiant ses frappes en dépit de toutes les pertes qu'il peut créer chez lui ou dans la population ukrainienne. Donc moi, je suis pessimiste sur les chances de résoudre le problème dans les prochaines semaines. Mais comment on termine une guerre? En général, de toute façon, il faut bien arrêter un moment. Alors, ça se termine comment, une guerre? Alors, il y a deux solutions. Soit ce sont les deux. Alors, par exemple, la guerre entre Israël et les pays voisins, hein, les pays arabes, la guerre du Kippour. À un moment donné, il y a une victoire telle que les défenseurs, qu'un des camps dit « j'accepte un armistice ». Quand une armée égyptienne, la troisième armée égyptienne, est en quelque sorte encerclée en plein désert du Sinaï, au moment de la guerre du Kippour en 1973, les Égyptiens baissent les armes. Donc là, effectivement, pour l'instant, l'armée ukrainienne n'est pas détruite. Elle a des capacités résiduelles, certes, mais elle a des capacités de durer encore. Et même si Mariupol tombe, il restera encore toutes les autres grandes villes. Kharkiv n'est pas tombé, Kiev est loin d'être tombé, et ensuite il y a toute la profondeur de la campagne ukrainienne, qui est une très grande campagne. Hein. L'Ukraine, il faut se rendre compte, c'est pas la Belgique en taille, c'est plus grand que la France. Et donc les espaces sont immenses. Donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une solution négociée quand même pour sortir de ça. Voilà, l'autre solution, c'est une solution négociée. Et moi, j'espère vivement que les pressions politiques, économiques, les sanctions, y compris sportives, les pertes subies par la population russe et un certain esprit de résistance dans la population russe qui vont se dire « mais à quoi bon, qu'est-ce qui se passe ?» peuvent amener à une solution plus raisonnable et à ce que le président Poutine et le président Zelensky, que Dieu le préserve, hein, on peut vraiment s'inquiéter pour lui, hein, parce que les missiles qui tombent, il y en a un qui peut tomber sur lui, et je pense que les Russes ont la capacité de mettre fin à ce gouvernement en quelques instants. Sauf qu'ils n'auraient plus personne avec qui négocier. Voilà, ouais. Ce qui laisse espérer qu'il peut y avoir une issue négociée. C'est qu'ils préfèrent garder quelqu'un. Sinon, ils l'auraient déjà, je pense, éliminé par des frappes massives et répétées. Alors, parlons un petit peu de l'OTAN, puisque vous avez été un des généraux de l'OTAN, vous avez participé à la mission de l'OTAN. Qu'est-ce que peut faire l'OTAN dans une situation comme ça? On dit sans arrêt, il faut pas, les Américains ne veulent pas être confrontés directement à des soldats russes, mais est-ce qu'on va continuer pendant des semaines ou des mois d'assister à l'écrasement d'une population sans réagir? Est-ce qu'il est envisageable qu'à un moment, que ça suffise qu'on se dise, bon, on va réagir quand même? Alors, comme vous le savez, l'OTAN est une alliance défensive, à caractère défensif, oui. Même si certains ont tendance à vouloir présenter l'OTAN comme une sorte de machine qui aurait envahi progressivement. C'est ce que dit Poutine. Voilà, Poutine, et puis aussi des gens qui finalement sont assez proches de lui, pensent qu'il a raison, qu'on n'a pas respecté une parole, etc. Mais ce sont les nations elles-mêmes.
par exemple la Pologne, la République, d'abord les Tchécoslovaques, et puis République tchèque, Slovaquie, les pays baltes, c'est eux qui ont demandé à adhérer à l'OTAN. C'est pas l'OTAN qui est venu les chercher en disant est-ce que ça vous intéresse de nous rejoindre. Oui. Non, c'est eux, ce sont les nations qui ont voté les unes après les autres. Tous les anciens pays de l'Est, je crois qu'il y en a 13 qui ont rejoint l'OTAN. Oui, mais pour se prévenir des actions russes quand même, mais de voilà. la Russie. Et pourquoi? C'est qu'au fond d'eux-mêmes, tous ces peuples savaient le poids de l'ours russe et donc se disaient ce qui me garantit, c'est pas ma petite armée avec mes moyens très limités. Ce qui me garantit, c'est, je dirais, Oncle Sam et puis l'Amérique et l'Alliance Atlantique. Ouais. Voilà, donc mais quand Poutine dit, enfin les Russes disent, on voulait un glacis de pays neutres autour de nous, on ne veut pas directement l'OTAN à nos frontières, est-ce que ça vous paraît réel ou est-ce que c'est pas un réel. prétexte? C'est pas sérieux? D'abord, si vous regardez sur une carte, c'est ce qu'on appelle le territoire de Kaliningrad, qui est cette enclave russe qui est sur la mer Baltique, entre la Lituanie et la Pologne, qui est l'ancien territoire de Königsberg, qui est ancienne Prusse orientale, qui a été annexée par les Russes en 1945. Annexée. Eh bien, il y a des Russes, il y a des forces nucléaires russes, et tout autour, vous avez des forces de l'OTAN, directement. Donc il y a déjà le contact là. Deuxièmement, la Russie a une frontière avec la Norvège. Vous avez directement des forces de l'OTAN en Norvège. Donc il y a une frontière commune. Donc qu'il n'y ait pas de contact entre l'OTAN et les forces russes, il n'y a rien de nouveau, il y en a déjà. Donc il y a déjà, les frontières se touchent. Donc c'est pas... Et cette idée de vouloir des pays neutres, c'est l'exigence qu'a Poutine, qui est reprise d'ailleurs par des politiciens français. Mélenchon dit ça aussi. C'est ce qu'on a appelé la finlandisation, oui. C'est-à-dire dire à un pays, bon, vous n'avez pas le droit de vous défendre, on ne vous attaque pas, mais soyez démilitarisés, ou en tout cas, vous... Voilà, mais c'est ne pas respecter la souveraineté d'un pays. Vous pensez que ça ne tient pas, cette idée? Vous imaginez si à la France, on disait, on va vous finlandiser, sinon on vous tape dessus. Je pense qu'on n'accepterait pas. Donc moi, je pense que imposer à un pays voisin qui soit neutre, c'est déjà ouvrir la porte à une possible invasion. Et avec ce qui vient de se passer avec l'Ukraine, qui accepterait de... On est plus rassuré. Ben oui. Oui, c'est bien, c'est d'accord. Bon, donc vous êtes assez pessimiste sur la situation globalement. Vous pensez que non, je suis ça pas peut dégénérer, c'est quoi? Je ne suis pas pessimiste, je suis préoccupé, c'est évident. Pourquoi? Alors pessimiste parce que je pense qu'il y a quand même des gens raisonnables un peu partout. Je pense que le président Poutine n'est absolument pas irrationnel, mais il a sa propre rationalité. On le décrit comme un fou, comme un paranoïaque. Vous pensez que c'est pas ça? Je pense qu'on a toujours tort de dépeindre les chefs du camp opposé comme des fanatiques extrémistes. Ça aide pas. Ça n'aide absolument pas. Il faut plutôt comprendre quel est son mécanisme et essayer de coller à cette logique. Sa logique, c'est de remettre les frontières d'une grande Russie. Il est nostalgique d'une Russie tsariste. Et pour lui, la plus grande catastrophe du XXe siècle n'est pas Hiroshima, Auschwitz, mais c'est la désintégration de l'Union soviétique, de l'Empire soviétique. Et donc il est nostalgique de ça. Et pour lui, il faut remettre de la grandeur d'un pays qui n'a plus que 150 millions d'habitants, alors qu'il y a quelques années, ils en étaient à 200. Ils ont perdu des dizaines de millions d'habitants de l'Union soviétique, plus des centaines de millions d'habitants de pays qui ont échappé à l'emprise de l'Empire soviétique, du pacte de Varsovie. Donc si on le suit dans cette logique, dans ce cas-là, on ne va pas le laisser reprendre tous les pays, et notamment les 13 pays, et puis ensuite, où va-t-on, quoi, Parce qu'on dit souvent qu'il veut s'en prendre à l'Europe, il veut s'en prendre à l'Occident. Vous pensez que ce n'est pas ça le sujet? Non, moi je ne pense pas. Moi je pense que ce qu'il veut, c'est la grandeur de la Russie. Il commence à atteindre un certain âge, peut-être est-il malade, et il a un rêve de puissance et de grandeur. Le problème, c'est il n'y a pas loin du rêve de puissance à la faute commise. On peut s'interroger si cette invasion de l'Ukraine n'est pas une faute grave, une faute grave dans son calcul. Parce qu'il risque de perdre sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. Donc c'est quand même terrible. C'est pour ça qu'il faut peut-être lui laisser une porte de sortie et revenir à quelque chose de raisonnable. Une porte de sortie, ça pourrait être quoi?
Peut-être qu'on peut faire une période où c'est très difficile. Hein. Je pense que l'Ukraine n'acceptera pas de se faire dépecer. Oui. On peut s'imaginer que les géographes autour de Poutine ont déjà fait des cartes et ce qui découperaient. Vous voyez, mais ce qui est un peu triste, c'est qu'on se retrouve dans des situations qui rappellent soit, je dirais, les premières années de la Seconde Guerre mondiale où les territoires changeaient, les cartes, on annexait à tour de bras, etc. Je pense que l'Ukraine, c'est à eux de voir ceux qui sont prêts à céder pour gagner une cessation au moins des combats. Ouais. Mais en aucun cas, je pense que il est acceptable de se faire dépecer, qu'un pays cesse d'exister, qu'un pays comme l'Ukraine. Il y a quand même des extrémistes autour du président Poutine qui voudraient que l'Ukraine, ils en nient l'existence. Ils disparaissent, oui. C'est impossible. Deux mots sur la dissuasion nucléaire. C'est une grande doctrine qu'on a depuis, je sais pas, 60 ans ou plus que ça, en disant, voilà, l'équilibre de la terreur, personne ne peut bouger, on sait qu'on va avoir des réciproques, on va avoir une attaque si on déclenche une. Est-ce que c'est toujours vrai dans ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas à la limite de ce système? Bon, alors, la dissuasion nucléaire suppose une dialectique entre deux puissances, peut-être pas de même taille, mais qui sont sur le même mode, qui utilisent un vocabulaire commun, une grammaire, des indicateurs, etc. Et donc, du temps de l'Union soviétique, ça fonctionnait entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Chacun savait ce que l'autre avait et les intentions. Ça ne peut pas marcher, par exemple, la dissuasion nucléaire face à un terroriste ou face à un État qui serait un État terroriste comme Daesh. Vous imaginez si le califat islamique avait la bombe atomique, vous ne le dissuadez pas du tout, puisqu'ils auraient voulu la course vers l'abîme. Alors ensuite, la dissuasion nucléaire, ça marche si on est sur la même logique. C'est donc évitons l'escalade, car sinon nous mourrons mutuellement. Chacun va anéantir l'autre. Donc c'est la dissuasion par la terreur. Alors c'est terrible, et je me souviens d'un cantique où l'on parlait d'un cantique protestant que j'ai chanté. L'angoisse nucléaire. L'angoisse nucléaire, la peur, la guerre, les armements. Ouais. Voilà. L'angoisse nucléaire, la guerre, les armements. D'un coup, c'est incroyable. On revient à il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ouais. C'est ce que je chantais quand j'étais gamin à l'école du dimanche ou au catéchumène. Et donc, ça fonctionne sur la peur. L'adversaire doit avoir peur. Et ce que le général de Gaulle a mis sur pied avec la dissuasion française, qu'on a aussi appelée la force de frappe, avec toute une doctrine, c'est que la France doit posséder une capacité de destruction égale à sa population. Nous avons 50 millions d'habitants à l'époque du général de Gaulle, donc il faut montrer à l'adversaire que s'il nous agressait nucléairement, nous avons une capacité, nous, de lui coûter une population équivalente. Et donc c'est là où il y avait évidemment des cibles prises. On n'allait pas tirer dans les champs de blé, mais on allait tirer sur des grandes villes. Et il ne faut pas se leurrer, les missiles soviétiques comme les missiles russes sont pointés sur des grandes villes, des conurbations, etc. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pendant toutes les années où tout semblait aller bien, des sous-marins nucléaires patrouillaient en mer, continuent à patrouiller, etc. Simplement aujourd'hui, on est très sensibilisé parce que le président Poutine a commencé à parler de nucléaire. Il y a eu plusieurs explications, plusieurs interventions. Donc c'est vrai que là, d'un coup, on se dit, ça devient sérieux. Je tiens à préciser une chose, c'est que la dissuasion française, elle est défensive. C'est-à-dire qu'on dissuade et il n'y a pas de notion d'emploi en premier. On dissuade les gens d'intervenir chez nous. On ne le ferait que si nos intérêts vitaux sont absolument menacés. Et le problème, c'est que d'autres puissances, et notamment la Russie, ont dans leur doctrine un emploi en premier. Voilà. Donc emploi en premier. Alors peut-être que cette logique, c'est pour marquer et c'est la suite de la doctrine soviétique. La doctrine soviétique utilisait l'arme chimique, la doctrine soviétique utilisait l'arme nucléaire pour marquer un effort, etc. Donc on en est à revenir à ce qu'il y avait à l'époque de la guerre froide. Vous pensez sérieusement qu'il peut appuyer sur ce bouton nucléaire ou sur les armes chimiques? On parle des armes chimiques actuellement. Moi, je ne suis pas spécialiste de ce qui est en train de se passer.
Je n'ai pas accès à tous les documents. Je suis en général en deuxième section. Donc, je ne peux parler que de ce que je connais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu jadis. Mais incontestablement, la doctrine soviétique et la doctrine russe n'excluent pas l'utilisation de l'arme nucléaire, bien sûr, dans une panoplie et dans un contexte très particulier. Actuellement, je ne le pense pas. L'arme chimique, c'est possible. L'arme chimique a été utilisée par les Syriens, a sans doute aussi été utilisée par les Russes en Syrie, parce que l'arme chimique, elle permet très localement de neutraliser complètement toute une défense et tout, la moitié d'une ville, etc., sans détruire les bâtiments. Voilà, donc vous voyez, c'est assez compliqué. Et à partir du moment où on utilise l'arme chimique, ben, on commence à entrer dans une forme d'escalade qui est... Est-ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a intervention avec armes chimiques en Ukraine, est-ce que l'OTAN aura la même doctrine, dira toujours on ne bouge pas? Tant que ce n'est pas utilisé contre des pays de l'OTAN, je crois que personne ne lèvera le petit doigt. Ouais. Il y aura certainement un renforcement des sanctions, etc. Mais je pense que Poutine n'a pas intérêt à le faire non plus. D'abord, ses forces sont imbriquées tout autour. Et deuxièmement, ça donnerait un message tel de ce que la Russie est devenue, quand on ajoute ça avec ces bombardements intensifs sur des populations qui sont assimilables à des crimes de guerre, voire à des crimes contre l'humanité, bon, on peut se dire il faut quand même savoir raison garder. Voilà. Alors, dernier point, pour vous, un peu plus personnel, vous êtes un général, vous êtes l'armée française, vous aviez travaillé pour l'OTAN aussi, mais vous êtes aussi un protestant, chrétien, engagé oui. Dans l'Église. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de l'aumônerie? Vous avez suivi le travail de l'aumônerie militaire. Je ne sais pas, comment on prend ça quand on est général et qu'on a cet engagement spirituel? Comment on fait le lien entre les deux? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien possible, mais comment on lit les choses? Parce qu'on voit aujourd'hui que des gens prennent l'armée. Quand on écoute Kirill, le patriarche de Moscou, il bénit les canons en disant il faut y aller. Est-ce qu'il n'y a pas une vision complètement différente pour vous et chez nous en Occident? Bon, c'est vrai, c'est totalement différent. Alors, d'abord parce que la France est un pays d'une autre sensibilité, qui a été catholique et protestante. Il y a eu aussi la laïcité, et en aucun cas je n'ai vu qu'on bénissait les canons. Je sais que dans d'autres pays, il peut arriver qu'on bénisse des armes. Je ne l'ai jamais vu dans l'armée française, et en particulier dans un contexte tel. Moi, j'ai fait Saint-Cyr, et à Saint-Cyr, il y a toujours eu la question de savoir qu'est-ce qui motivait, qu'est-ce qui pouvait justifier la notion de sacrifice de soi-même, des hommes qui nous sont confiés, de l'adversaire et des populations. On a toujours pensé à ça. Donc, la place de la foi et de la religion, ben, elle est très, très particulière en France. Il y a à la fois la laïcité, mais donc il y a des aumôneries. Moi, je connais très bien l'aumônerie militaire protestante, et je l'ai vu pendant mes 39 années de service, des aumôniers extraordinaires qui accompagnent les soldats, qui sont avec eux dans les opérations, sous les bombardements, qui, hélas, sont là quand il y a des blessés, voire accompagnent les camarades quand il y a eu des tués. Voilà, donc l'aumônerie, elle a un rôle remarquable. Également de soutien au commandement. Elle soutient, l'aumônerie est là pour conseiller le commandement. Et parfois, il y a des chefs militaires qui ont besoin, qui ont des problèmes aussi existentiels. Donc, il y a une notion d'accompagnement qui est très importante. Dans un tel contexte, ben, moi, je me dis, je confie en tant que chrétien cette situation à un Dieu tout-puissant qui aime la création, qui aime ces populations, qui aime même les hommes et les femmes qui combattent. La guerre, c'est du domaine du péché. Moi, je ne crois pas à la guerre juste. C'est ça, voilà, je voulais vous poser la question de la guerre juste. Il y a des théologiens qui défendent cette idée-là. Oui. Ça a été défendu au cours de l'histoire. Bien sûr, vous pensez que ça ne tient pas? La conception de saint Thomas, oui. etc., avec les différents critères. Moi, je lis dans Luther. Luther dit la guerre est du domaine du péché. Voilà, c'est tout. Mais ça fait partie de ce monde. C'est je dirais, en ce bas monde, il y a la guerre, il y a le vol, il y a les incendies, les catastrophes, etc. La guerre en est une catastrophe. Et la guerre est une catastrophe. Mais il faut réussir à la dominer, à la canaliser et à l'arrêter. Parce que l'objectif, c'est quand même la paix. Bien sûr. Que les gens vivent en paix. Mais bien la sûr. guerre, c'est une exception qui est dramatique. Je trouve que l'idée de péché,
elle est juste. Ouais. C'est le lieu du péché, quoi, au fond. Et puis on a tellement d'exemples dans l'histoire de France, il faut savoir résister au moment voulu. Moi, j'admire beaucoup ceux qu'on a appelés les compagnons de la libération. Le dernier vient de décéder récemment. J'ai un oncle qui était chef éclaireur à la troupe protestante unioniste de l'Étoile et qui a essayé de rejoindre le général de Gaulle. Et il avait dit, tant qu'il y aura un combattant, et c'était, je crois, le 20 juin 1940, tant qu'il y aura un combattant, je serai avec lui. Et donc il a essayé de rejoindre Londres en passant par Gibraltar. Hélas, il s'est fait tuer, mais son exemple m'a toujours animé. Donc il ne faut pas lâcher, mais il y a une justice. Et cette justice, elle est à la fois humaine et divine. Voilà. D'accord. Et quand on a foi en Dieu, on a une manière autre de se battre, d'être dans l'armée, où ça ne change pas grand-chose. Ben, moi, je dirais qu'on peut prier pour ses hommes, on prie pour les populations, on peut même prier pour ses ennemis. Ouais. Moi, ça m'est arrivé de le faire, y compris pour les talibans lorsque j'étais à Kaboul pendant 1 an, et qu'on était menacé de toutes parts par des attentats. Voilà, on peut et on doit. Voilà. Et puis aussi, on doit ne pas haïr son ennemi. On doit se dire, ce taliban ou ce jeune soldat russe, il est là parce qu'il a des gouvernants qui l'ont amené, ou des chefs qui l'ont amené, etc. Et donc, on lui doit le respect, on lui doit, si on le récupère blessé, il faut le soigner. S'il est prisonnier, on ne le maltraite pas, etc. On a un devoir d'humanité, en toutes circonstances.